François, peut-être débuter, je sais que tu veux débuter sur Trump. Trump qui est au centre des Oui, ah attentions. oui, C'est un fait. On n'a pas ça se discute pas. Après, on peut porter le jugement qu'on veut sur le tout à fait. personnage. Mais par contre, il a une capacité, en tout cas, à polariser les situations. Il a une capacité à être au centre des débats, des colères d'ailleurs aussi, des uns et des autres. Mais on ne peut pas lui retirer cela. Et je sais que tu veux nous parler un petit peu du Un personnage. petit mot, oui, c'est ça. On aurait pu le faire un autre moment, mais faisons-le maintenant. Effectivement, alors j'ai lu une excellente formule chez un de tes confrères, John, pour pas le nommer, qui débute sa chronique en disant Trump, maître du monde ou jouet des circonstances et des personnes, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est là. C'est l'excellente question qu'il y a dans la tête de tout le monde, en fait. Est-ce qu'il dirige ou est-ce qu'il ne dirige pas et effectivement, on est dans une situation où on est quelque part entre les deux. Certains éléments montrent qu'il dirige ou qu'il veut diriger et d'autres qu'effectivement, il est le jouet et qui ne dirige pas. Et moi-même, j'ai beaucoup de mal. Et je dirais que toute la difficulté et même l'intérêt de notre travail d'analyste, c'est d'essayer de farfouiller pour essayer de savoir, pour essayer de comprendre quelle est sa ligne en fait et comment se déterminer par rapport à ça, puisque notre travail, ça consiste non seulement à essayer d'analyser ce qui se passe, mais surtout à brosser des perspectives pour comprendre ce qui peut se passer. Et en le cas de l'Iran, c'est évidemment le cas, et après, je vais en parler. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il est très important, je pense, d'avoir la bonne attitude par rapport à Trump. Il y a trois attitudes, en gros, très schématiquement. Et une attitude qui consiste à dire Trump est vachement bien, Trump, etc., je pense que c'est pas la bonne. Je pense que c'est assez infantile d'être, disons, un pro-Trump, comment dire, primaire et viscéral. Alors évidemment, ceux qui pensent que Trump est quand même le maître des horloges et qu'il fait du bon travail ont plutôt tendance à aller dans ce sens, mais je pense pas qu'il faut avoir une attitude dogmatique pour Trump. En plus, on est dans un contexte global où nous, comme on l'a dit à plusieurs reprises, on est quand même une civilisation européenne qui est tout à fait sous la coupe des Américains, nous sommes colonisés culturellement, politiquement, militairement par les États-Unis, et ceux d'entre nous qui sont gaullistes, évidemment, s'insurgent contre ça et veulent changer les choses. Mais il y a une autre attitude, je pense, qui est aussi dangereuse et qui est mauvaise. La deuxième, c'est d'être un anti-Trump primaire et viscéral. Je pense que c'est très mauvais, même dans un esprit de décolonisation. Et je veux prendre l'exemple pour ça que je connais très bien, qui est celui de la Guinée-Conakry. Au moment de la décolonisation, tout le monde a choisi, y compris d'ailleurs la Tunisie que je connais bien aussi, malgré les événements de Bizerte, d'avoir une attitude de collaboration avec la France. Alors, vous, c'est vous et nous, c'est nous. Nous sommes indépendants, mais on essaye de travailler ensemble. Et je pense que c'est une bonne façon. La façon que j'appelle le splendide isolement, étant celle qui avait été choisie à l'époque par Sékou Touré, qui a dit, lors de la réunion avec De Gaulle, et ça a été filmé, nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la dépendance. De Gaulle s'est levé, s'est retourné, est parti à son avion et a oublié son képi sur la table. Et la Guinée, la suite des choses, a montré que la Guinée s'est mise dans les pattes de la Russie, qui a pillé la Guinée, et donc pas la Russie qui avait pillé la Guinée, c'est bien la Russie. Et c'est le frère de Sékou Touré qui me l'a dit à moi lors d'une réunion, d'un cocktail à l'ambassade. Donc, elle s'est enfermée dans un splendide isolement et elle n'a eu ensuite ni la liberté, ni la richesse. Elle a eu la pauvreté et la dépendance. Et ça, c'est absolument magistral. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, notre décolonisation de l'Amérique par rapport à l'Amérique, qui est quelque chose que j'attends de tout mon cœur et de toutes mes forces,
ne doit certainement pas s'accompagner d'une volonté de dire merde aux Américains, on veut rien des Américains, d'une détestation de l'Amérique, comme ça peut arriver dans certains milieux de droite. Et je pense qu'il y a une ligne entre les deux qui est la bonne, qui est celle que je pense, qui n'est ni de ce que j'appellerais de l'infantilisme politique anti-américain, ni de l'infantilisme politique pro-américain, qui consiste à dire qu'est-ce que les États-Unis peuvent nous apporter et qu'est-ce que Trump peut nous apporter dans notre combat. C'est-à-dire une vision très utilitariste et certainement pas, oui, les gentils, les méchants, etc., parce que sinon, on serait tous nazis parce qu'on ne serait pas allé voir Staline. Je rappelle qu'on a reconnu on a reconnu la Chine après les Sans-Fleurs et la révolution culturelle de mémoire, alors qu'il y avait eu 80 millions de morts. Et ben, ça ne nous a pas empêché de reconnaître la Chine communiste parce que dans le concert des nations, il était impossible de ne pas avoir une relation avec la Chine, et le général de Gaulle l'a reconnu. De même, Staline, on a été chercher Staline parce qu'il avait les éléments pour prendre l'Allemagne nazie à revers. Et dans ce cas-là, on n'a pas hésité. Et bien là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter. Je veux dire, quand je vois que Trump défonce à boulet rouge l'Europe de Bruxelles, mais je me remplis de joie. Je m'en fous que Trump soit un salopard et un gangster, etc. C'est ça qui m'intéresse. Donc, il faut toujours, si on veut être des hommes politiques responsables et des patriotes, il faut avoir ce regard utilitariste. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? En quoi est-ce qu'il nous dérange? C'est ça, je pense, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, je m'arrête sur le sujet, mais je crois qu'il faut vraiment avoir une vision très adulte et très froide. Il n'est pas pire que Staline, hein, et on a bien serré la main de Staline plusieurs fois, et c'est grâce à Staline qu'on a notre place au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui si on n'avait pas notre place au Conseil de sécurité? Donc, je dirais merci Staline et merci De Gaulle. Pourtant, Staline était quand même un des pires salopards que la Terre ait porté, ça fait aucun doute. Mais il faut faire la part des choses entre l'homme lui-même. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont bien sur la Terre, hein, dans les dirigeants politiques, et ce qui nous a apporté. Est-ce que le fait de lui faire la guerre ou est-ce que le fait de faire la paix avec lui, qu'est-ce qui était le plus intéressant pour nous? C'était le fait de faire la paix. Et aujourd'hui, je suis persuadé, mais totalement persuadé, que le fait de faire la paix avec les États-Unis aujourd'hui et de profiter de ce que Trump peut nous amener dans un certain nombre de domaines est quelque chose qui est intéressant pour nous. Voilà. Alors, il sera temps, évidemment, de nous éloigner si les inconvénients sont pires que les avantages. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très, très avantageux, ne serait-ce que parce que notre prison, celle, et nous sommes informés, c'est la prison de Bruxelles, et dans la cage, le gorille secoue la cage, comme dit Laurent Arthur Duplessis. Ma cage, c'est une bonne nouvelle. Donc, il ne faut certainement pas dire, ah ben non, donnez-moi la pince que je me bouche le nez parce que je ne veux pas parler à cet homme-là parce qu'il n'est pas assez bien. Ce n'est pas la question. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour remettre les choses au point et pour dire juste que c'est ça ma façon de… Alors, je peux être perçu comme pro-Trump, je ne suis pas pro-Trump, mais j'essaye d'être utilitariste par rapport à lui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Très bien. Voilà. Parfait. Bah, écoute, c'est une mise au point intéressante. Voilà. Très bien, François. On parle de l'Iran. Alors, parlons de l'Iran. Parlons est-ce qu'on va plutôt vers des négociations, plutôt vers des frappes? Oui. Alors, moi, je dois dire d'abord que j'ai jamais vraiment cru que les États-Unis allaient frapper. Et je ne le crois toujours pas. Alors, quand je dis ça, là encore, petit caveat, je ne suis qu'un modeste analyste qui regarde un certain nombre d'éléments, qui tire un certain nombre de conclusions, et je peux me tromper. Je ne suis pas Madame Irma, donc je vais essayer d'expliquer pourquoi, et je vais expliquer déjà pourquoi je pense que beaucoup d'autres analyses pensent que les États-Unis vont frapper. Je pense qu'il y a là-dedans un élément psychologique très ancien
et que quelque part, beaucoup d'analystes ont envie que ça pète parce qu'ils ont envie de voir le spectacle quelque part, mais qu'ils n'osent pas quelque part se le reconnaître et se le reconnaître à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on est typiquement dans une période de changement de monde. Je l'ai dit dans le temps des fractures, je l'ai dit dans le basculement du monde. Et quand tu as un certain nombre de changements comme ça, avec un changement de verticalité du pouvoir, en général, ça se termine au duel. Dans le monde animal, le duel est absolument fondamental, c'est la base de tout. Alors, c'est des mâles, toujours, c'est toujours des mâles. Et celui qui gagne le duel, c'est celui qui a la verticalité du pouvoir, la harde à sa disposition et le harem des femelles à sa disposition. Donc, the winner takes all. C'est toujours comme ça. Et nous, on est tributaires de ce monde animal et il y a quelque part dans notre tête le fait que lorsque le pouvoir est chancelant, qu'il y a une question en ce qui concerne le pouvoir, il faut un duel et que le duel tranche les choses et qu'on sait, avec le duel, qui sait qui est le patron. C'est ça qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens. Et on est véritablement aujourd'hui, alors on sait que derrière, c'est pas l'Iran, c'est la Chine, mais quelque part, le duel en cours entre les États-Unis et l'Iran, d'une certaine façon, dans l'esprit d'un certain nombre de gens, va régler un certain nombre de choses. Soit qu'on dise, c'est les États-Unis qui sont le patron parce qu'ils ont écrasé l'Iran et qu'ils ont changé le régime, quelles que soient d'ailleurs les conséquences négatives que ça va être, sous le fait que c'est l'Iran le nouveau patron parce que les États-Unis n'ont pas osé. Donc je pense qu'il y a dans la tête d'un certain nombre d'analystes et de commentateurs et de gens qui voient, alors eux ils sont sur les gradins et ils se disent qui c'est le nouveau chef. Et je pense que dans l'esprit des populations, des gens et des hommes en général, la question de la force et la question, je dirais, de l'ordre est fondamentale. C'est la première. Et elle prime sur la question de la justice. Parce que pour que tu puisses mettre en place une justice, qui est le fait essentiellement que les forts n'écrasent pas les faibles, il faut que tu aies déjà une question d'ordre, il faut que tu saches qui c'est qui dirige. Alors, une fois que j'ai dit ça, je dirais que le génie du système westphalien, c'est précisément le fait qu'on a conçu qu'il puisse y avoir un ordre sur l'équilibre des forces et non pas sur le fait qu'il y a quelque part un dominant dans sa zone. Et les deux choses d'ailleurs peuvent se combiner parce que tu peux avoir des équilibres des forces, et c'est ce que je pense auquel on va être susceptible d'arriver, avec dans des zones d'influence des forts plutôt dominants et des gens qui acceptent ou qui cherchent une forme de vassalisation et une suzeraineté, c'est-à-dire je te fais confiance et je te suis et toi tu me protèges. Donc je pense que ça c'est l'ordre naturel des choses. Issu du monde animal, mais le système westphalien a rajouté quelque chose. Donc voilà pourquoi je pense que beaucoup d'analystes ont un tropisme plutôt pro-guerre pour cette raison. Ils sentent quelque part ils attendent un duel, évidemment, ça les passionne. Alors pourquoi moi je pense que ça ne sera pas le cas ? Parce que de par ce tropisme-là, en disant on regarde la Chine, on regarde l'Iran et on regarde les États-Unis, on n'a pas pris en compte un certain nombre d'autres choses qui sont très importantes, très très importantes et qui, à mon avis, déterminent le fait que il y aura pas de guerre, et même pas, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la vraie guerre, il y a la fausse guerre et il y a la négociation. Et il y a le pas de guerre. Alors la vraie guerre, c'est les États-Unis rentrent dedans, ils bombardent, etc. La fausse guerre, c'est ils font du catch, ce que Trump sait bien faire, c'est-à-dire ils bombardent des entrepôts vides après avoir prévenu à l'avance, comme Trump l'a déjà fait d'ailleurs. Et d'un autre côté, les Iraniens bombardent des entrepôts vides au Qatar ou ailleurs. Donc on fait semblant de se battre, mais je pense qu'on n'est déjà plus dans ce schéma-là. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que
Il y a un premier élément qui me paraît absolument fondamental. D'abord, il y a la question de la sécurité de la flotte américaine. Parce qu'on a vu que la flotte américaine s'est reculée pour ne pas être à portée des tirs de missiles iraniens. Elle est du côté de la Dramaou, qui est la montagne qui sépare le sultanat d'Oman et le Yémen. Donc, elle est un peu plus loin. Mais quand elle est plus loin derrière la Dramaou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en face du Yémen. Alors, le Yémen a aujourd'hui un accord de non-belligérance entre les États-Unis et le Yémen, parce que le Yémen alors, si les États-Unis se sont retirés de l'arrière-cour immédiate de l'Iran pour se mettre en face du Yémen, ça veut dire qu'ils se mettent en danger, évidemment. Donc, ils ont peut-être passé un accord. Moi, je pense qu'ils ne peuvent l'avoir fait que s'ils ont passé un accord avec le Yéménite en disant pour l'instant, on ne tire pas parce que je ne pense pas que le système de non-belligérance qu'ils ont mis en place entre le Yémen et les États-Unis, par lequel d'ailleurs les États-Unis ont autorisé le Yémen à continuer à taper sur Israël, et on se souvient de ça parce que je crois que de mémoire, ils avaient envoyé des drones et il y a un avion américain qui s'est perdu, qui n'a pas réussi à se poser. Donc, s'ils sont en face du Yémen et que les États-Unis bombardent l'Iran, je ne vois pas comment le Yémen, qui est un proxy de l'Iran, va rester sur son compte à soi en disant vous bombardez l'Iran, mais moi je ne bouge pas. Donc, je pense que si les Américains sont assez logiques et qu'ils se sont mis dans une zone qu'ils considèrent comme une zone plutôt protégée, ça veut dire qu'ils ont passé un accord avec le Yémen quelque part en disant vous inquiétez pas, on n'a pas l'intention de frapper pour l'instant, on veut discuter, etc. Ils nous le disent pas parce que le cinéma consiste à dire on va frapper, mais quelque part, ça me paraît illogique qu'ils se soient mis dans cette zone-là s'ils avaient effectivement dans l'idée de taper demain. Donc je pense qu'il y a cette question-là. Il y a une autre question qui est absolument fondamentale et que j'ai lue, c'est le fait que les pays de la région ont interdit leur espace aérien. Alors ça, il ne faut pas le voir simplement parce que quel intérêt d'interdire l'espace aérien saoudien aux bateaux américains qui sont obligés de faire le tour par la mer pour aller et remonter ensuite par le golfe Persique pour aller taper l'Iran, au nord de l'Iran éventuellement. D'abord, ça gêne beaucoup les manœuvres américaines, hein, et puis surtout, c'est un signe politique extrêmement fort, extrêmement fort. Ça veut dire, on n'est pas d'accord. Alors, c'est une façon diplomatique de le dire, parce qu'ils ne disent pas, on ne veut pas que vous frappiez, ils le laissent dire d'abord. Et puis, c'est un signe qui est extrêmement fort, à mon avis. Aussi bien surtout de la part de l'Arabie Saoudite, mais également de la part du Qatar ou de la part des Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est un deuxième signe que je pense absolument essentiel, sur lequel je ne vois pas tellement que les analystes insistent. Et pourtant, alors, par rapport à ça, l'Iran a une attitude extrêmement subtile, mais vraiment, ce sont des gens qui sont malins, mais comme des singes. C'est incroyable. Chaque fois que j'écoute les Iraniens, je me régale de leur finesse diplomatique. Et ils ont dit, ça va être la guerre régionale. Ils n'ont pas dit la guerre mondiale. Mais en fait, en même temps, ils ont fait des manœuvres avec les Russes et avec les Chinois. Ça veut dire on se réserve la possibilité d'intervenir, nous les Russes et les Chinois, si jamais vous y allez. Mais ils ne le disent pas. Ils parlent de guerre régionale. Et ils ont fait savoir avant qu'ils taperaient sur l'Arabie Saoudite, sur le Qatar et sur les Émirats Arabes Unis. Alors même que, selon les accords de Pékin, les Saoudiens et les Iraniens se sont rapprochés sous l'égide de la Chine et on sait bien que quand il y a eu, par exemple, le chef des Pasdaran qui a été assassiné à Damas, me semble-t-il, par un tir israélien, les Iraniens ont demandé une réunion de l'OCS, comment ça s'appelle, la conférence islamique, et dont j'ai regardé tout de suite quand j'ai vu ça,
Et le siège était à Jeddah. Donc, je me suis dit, tiens, ils vont à Jeddah pour pouvoir discuter avec Ben Salman, parce qu'ils ne veulent pas mettre l'Arabie Saoudite dans l'embarras. Donc, dans leur réponse diplomatique, ils mettent en jeu leur relation nouvelle avec l'Arabie Saoudite. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, ont-ils dit que s'il y avait une guerre, ils se réservaient le fait de taper sur l'Arabie Saoudite précisément pour s'en faire un ennemi? Eh bien, je pense qu'ils l'ont fait de façon extrêmement maligne, justement pour pouvoir donner à l'Arabie Saoudite un argument pour dire vous n'y allez pas. Aux Américains, vous n'y allez pas. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais le fait de parler de guerre régionale, ça veut dire on va tout casser autour de nous, et alors qu'ils savent que les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., ne veulent pas y aller. Donc, je pense que c'est très malin, et je pense que c'est absolument déterminant pour les Américains, parce que les Américains, après, je dirais, l'énorme bourde qu'il y a eu de laisser les Israéliens taper sur le Qatar, sur la délégation du Hamas au Qatar, ne peuvent pas se permettre de violer encore une fois leurs amis du Golfe. Une autre raison qui fait que je pense qu'il va dans l'autre sens, c'est évidemment les midterms, puisque Trump avait promis de régler les guerres en 24 heures. Non seulement il ne l'a pas fait, mais en plus, il a ouvert un nouveau front avec l'Iran et en tapant sur les trois centrales. Au passage, il n'a pas tapé sur la quatrième, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il y en a 4, parce qu'elle est gérée par les Russes. Donc, il s'est bien gardé de taper sur les Russes à cette occasion. Donc, il ménage la partie russe. Ça, c'est très important. Donc, si les Russes sont là-dedans en se disant qu'ils se réservent d'une confrontation globale, ça va jouer pour les Américains. Mais je dirais que le fait d'ouvrir un second front ou un troisième front, si on considère la question de Gaza comme à part, ça serait extrêmement mal vu, et il me semble me souvenir que lorsqu'ils avaient frappé lors de la guerre des 12 jours, ça avait été très mal perçu par les MAGA. Donc ça, c'est très important pour les Américains de conserver leur base MAGA autant que faire se peut, je dirais. Voilà, un certain nombre, un faisceau de raisons que je n'ai pas beaucoup entendu, mais qui vont dans le sens plutôt d'une négociation. Et la dernière raison, c'est celle du document stratégique de sécurité nationale, dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Même ceux qui n'aiment pas Trump ne parlent jamais de ce document. Or, la doctrine, c'est important, même s'il faut bien différencier la doctrine et la pratique. On peut avoir une doctrine d'un côté puis une pratique de l'autre, mais si on a une doctrine, il faut de toute façon se référer à la doctrine. Or, si tu relis la doctrine, ce qui est très frappant dans la doctrine sur le Moyen-Orient, c'est qu'il est dit que le Moyen-Orient, les Américains disent que le Moyen-Orient aujourd'hui n'est plus stratégique comme avant parce qu'ils n'ont plus besoin de pétrole. C'est dit. Donc, ça, pour moi, c'est une condamnation d'Israël à terme, ça. Parce qu'ils étaient là pour être, ils étaient surtout au Moyen-Orient pour être le gendarme du Moyen-Orient à travers Israël. Mais que dit la doctrine sécurité nationale, c'est que ça n'a plus le même caractère stratégique du tout et que ça doit devenir un lieu de business, de commerce et d'enrichissement mutuel. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans un système de confrontation américano-sioniste par rapport à l'Iran. Donc la perspective des choses, c'est plutôt un rapprochement et un changement, c'est ce que je pense. Alors, aujourd'hui, il est évident que, Trump reste dans une certaine mesure sous la coupe de ce que j'appelle ces nostalgiques, c'est-à-dire les anti-russes d'un côté et les pro-sionistes de l'autre. Donc, il continue dans cette logique, mais la logique de long terme, c'est une pacification. Donc, tout ça, ça me laisse à penser je le pensais déjà, mais qu'il n'y aurait pas de guerre et qu'on rentrerait dans un cycle de négociation. Et là, on y est. On y est exactement dans ce cycle de négociation.
On a encore un peu le temps, on a jusqu'à 9h, c'est ça? Oui, bien sûr, il reste 20 minutes, mais qu'est-ce que Voilà. tu penses de gens comme Netanyahou qui expliquent, eux, de leur côté, que les négociations ne peuvent pas faire confiance à l'Iran? Est-ce qu'il n'a pas déjà conclu que la seule solution, c'est le bombardement? Ah ben, Netanyahou, c'est évident. C'était déjà le cas lors de la guerre des 12 jours, parce que, évidemment, l'Iran est enfermé, à mon avis, stratégiquement complètement, politiquement, économiquement, diplomatiquement, judiciairement, et puis sur le plan de la politique étrangère, il n'a pas réussi à vaincre les Houthis, il n'a pas réussi à vaincre le Hezbollah, il n'a pas réussi à vaincre le Hamas, il n'a pas réussi à détruire la Syrie en morceaux comme il le souhaitait, il n'a pas réussi à détruire le Liban ni à, je veux dire, briser l'alliance qui existe encore entre l'État libanais et le Hezbollah. Donc, il est dans une impasse stratégique totale. Or, l'Iran, la destruction de l'Iran, c'est son nirvana, c'est son rêve depuis toujours. Donc, il essaye, c'est là qu'il espère avoir une ouverture stratégique. Mais comme je pense qu'il s'est pris, comme Chevrier l'a montré dans une de ses vidéos, très clair là-dessus, ils se sont pris une pâtée au moment de la guerre des 12 jours. J'ai revu les photos récemment de quelqu'un qui filme à Tel Aviv et on voit les énormes bombes iraniennes qui explosent et les gens qui font oulala, et ça tape à gauche, à droite ici, au milieu des immeubles. Donc, moi, je me mets à la place de la population, on ne l'a pas assez dit, mais la population même si les tirs n'ont pas été faits sur les populations elles-mêmes, mais sur le siège de Apple, sur le siège du Mossad, sur le siège de Tsahal, qui sont au milieu de la ville, parce qu'ils reprochent au Hamas de se mettre en dessous des écoles, mais eux font pareil. Donc, si tu revois ces images qu'on a revues récemment, moi, je me mets à la place de l'opinion israélienne, elle veut absolument pas y retourner, tu vois. Et en plus, je pense que les Israéliens sont pas prêts, parce que je rappelle que les patriotes, Lockheed Martin en fait que 500 ou 550 par an. Donc très très peu. Alors s'ils veulent, ils ont détruit une bonne partie avec les drones de ceux qu'il y avait sur l'ancien dôme de fer. Ils en ont donné un peu à Zelensky, mais les Américains en ont besoin pour eux aussi. Ils ont besoin de garder ça. Donc, je pense, pour répondre à ta question, que de la part de Netanyahou, il y a une rhétorique quelque part en disant on veut que ça frappe, mais quelque part, il n'en a pas très envie non plus, parce qu'il sait qu'une des options iraniennes, ça serait qu'il tape sur Israël. Ce que je ne suis pas du tout sûr que les Iraniens feraient, parce que les Iraniens n'auraient pas envie de se mettre dans une configuration où Israël puisse dire nous sommes aux abois, nous sommes obligés d'utiliser l'arme nucléaire. Donc je ne suis pas persuadé que s'il y avait une confrontation même limitée, les Iraniens taperaient sur Israël. Si Israël n'intervient pas, tu vois. Je pense que c'est pas ce que je vois en tout cas. Et c'est pas ce que je crois. Mais ça n'empêche pas Netanyahou, d'ailleurs pour une autre raison, c'est qu'il est extraordinairement fragilisé. Imagine la situation qu'il y aurait en France si Macron avait reçu une lettre de 550 au chef de l'armée du renseignement disant arrêtez la folie, quoi. On aurait dit Macron est vraiment en sursis. Or, cette lettre des généraux de l'année dernière, elle a eu un effet, je pense, extrêmement fort au sein des hautes sphères israéliennes et des sionistes internationaux un peu partout, et que véritablement Netanyahou est tout à fait en sursis. Et quand il faudrait d'ailleurs que tu reposes la question à mon ami, comment s'appelle, Sylvain. Sylvain, me semble-t-il, est plutôt dans l'idée qu'il y a une idée derrière la tête de Trump de
se débarrasser de Netanyahou. Ce qui me semblerait être dans la logique des choses. Et ça, c'est ce que vous dites depuis le début, mais enfin, Netanyahou est toujours là, des affrontements ont lieu. C'est-à-dire que ça, je sais, vous avez une constance sur ce sujet. Mais moi, je ne vois pas le début de commencement d'une réalisation de cela. Déjà, cette mise en cause par cette lettre est un élément extrêmement fort, déjà. Alors ensuite, il faut les circonstances, il faut les élections, il faut préparer la suite. Je suis d'accord avec toi que entre les intentions et les réalisations, il y a souvent une différence. Et moi, je ne vois pas non plus ça. Enfin, si, je vois un certain nombre de choses, quand même, de signes. C'est que Netanyahou n'est plus aujourd'hui, il n'a plus la main sur le dossier gazaoui, puisque c'est Trump qui l'a avec son affaire, là, avec son conseil de la paix, qui est pour moi une pyramide de Ponzi politique supplémentaire. C'est-à-dire que comme il peut rien faire, alors il recrée un conseil par-dessus, mais c'est tellement peu crédible que même Macron a dit qu'il n'y allait pas. Pourtant, Dieu sait si Macron se met dans toutes les combines possibles et imaginables pour exister, mais là, il a dit j'y vais pas. Ça veut dire que tout le monde pense que c'est bidon, que ça tiendra pas. D'ailleurs, tu peux pas dire je suis le chef d'un conseil de la paix et de dire voilà, moi je veux gérer Gaza, désarmer le Hamas, dont personne ne sait comment on va désarmer le Hamas si le Hamas ne veut pas désarmer, et en même temps on laisse Netanyahou écrabouiller la Cisjordanie sans dire un mot. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, c'est plus Netanyahou qui a la main, c'est Trump. Et sur la guerre de l'Iran, là, c'est les États-Unis qui ont la main. C'est pas donc Israël n'est plus en première ligne dans cette affaire. Il y a quand même un changement très important par rapport. Ça n'est jamais arrivé si tu regardes. Dans la guerre des 12 jours, les États-Unis sont venus, ont frappé 24 heures et se sont retirés et ont laissé Israël gérer. Là, aujourd'hui, c'est plus Israël. Israël n'a plus la main dans les affaires du Moyen-Orient aujourd'hui. Netanyahou est sur la touche d'une certaine façon. Faut pas oublier ça. Et l'autre raison, tiens, à laquelle je pense sur les raisons pour lesquelles je pensais que Israël, que l'Iran et les États-Unis ne se bombarderaient pas mutuellement, c'est une configuration géopolitique à laquelle on ne pense pas, qui est le fait qu'en général, quand tu veux te battre avec un autre, tu mets les proxys en face. Comme ça, si un des proxys perd, toi qui es le sponsor du proxy, tu n'es pas obligé de dire c'est moi qui ai perdu. Or, la configuration actuelle est que dans la guerre géopolitique qui existe entre la Chine et les États-Unis, il y a un des deux qui a utilisé un proxy, c'est la Chine, et l'autre qui est en direct, c'est les États-Unis. Donc, quand tu es le premier et que tu as le proxy de ton adversaire en face, tu es dans une position stratégiquement extrêmement dangereuse parce que si le proxy te tape et te fait mal, on va dire c'est toi tu perds la face. Or, le but d'une guerre, c'est pas de battre l'adversaire militairement. Battre l'adversaire militairement, c'est le moyen. L'objectif, c'est de gagner la guerre politiquement. Et si tu perds la face, tu perds la guerre politiquement. Donc, je pense que pour les Américains, la situation est très dangereuse parce que s'ils se font couler un bateau, le monde entier dira ça y est, les États-Unis sont à terre, c'est un tigre de papier. En tout cas, ils diront, peut-être pas ils sont à terre, mais c'est un tigre de papier. Donc, ça doit pousser d'autant plus les stratèges américains qui sont autour de Trump, qui ne sont pas tous des imbéciles, en disant attention, 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 si nous, on frappe Téhéran, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, si eux nous coulent un bateau, on sera marqué pour longtemps. Donc, je pense que c'est une des autres raisons qui font que la négociation va s'entamer ou
est déjà entamée. Alors, on va avancer un peu. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette négociation? Parce que ça aussi, il faut se poser la question. Un des objectifs des États-Unis et d'Israël, c'est de réduire et de détruire, si possible, le potentiel balistique de l'Iran, qui est aujourd'hui sa véritable dissuasion. Bon, je ne pense pas une seconde, mais pas une seconde, que les Iraniens accepteront ça. Jamais, puisque c'est aujourd'hui leur force. L'autre, c'est un changement de régime. Il est évident que s'ils sont venus avec le Shah, quand on sait que le Shah est totalement inconnu et discrédité, s'ils voulaient vraiment un changement de régime, ce n'est pas le Shah qu'ils auraient proposé. C'est quelqu'un d'autre. Et il y en a des opposants au régime. Mais ce n'est pas le Shah. Le Shah, il n'existe pas. Tous les Iraniens disent qu'il n'existe pas. Donc, moi, je ne crois pas du tout au Shah. Donc, ça ne tient pas la route non plus. Par contre, il y a un chemin pour une négociation possible, et c'est le seul que je vois. C'est celui concernant le nucléaire civil ou militaire. Alors, il y a deux aspects. Il y a le civil, il y a le militaire, il y a le civil. Concernant le militaire, je ne pense pas que les Iraniens ont jamais eu de programme militaire. Raphaël Grossi avait fait juste avant la guerre des 12 jours, tu t'en souviens, une déclaration disant qu'on ne pouvait pas être absolument sûr que les Iraniens n'aient pas de programme militaire. Et je t'avais répondu que si on n'était pas absolument sûr que tu étais d'une personne parfaitement honnête, c'était un argument tout à fait valable pour permettre de te casser la gueule. Mais ça tient pas la route. Mais par contre, Tulsi Gabbard avait fait une déclaration quelques mois avant, au mois d'avril de mémoire 2025, disant qu'il n'avait aucune preuve comme quoi il y avait Alors, si tous les services de renseignement, Tulsi Gabbard n'aurait pas dit ça si ce n'était pas vrai. Donc, Tulsi Gabbard dit il n'y a aucune preuve qu'ils aient un programme militaire. Pour moi, c'est une preuve, c'est suffisant. Par contre, ils ont un programme civil qu'ils ont poussé au maximum avec 400 kilos d'uranium enrichi à 60% de mémoire. 60%, c'est pas 90%. Il faut 90% pour le nucléaire militaire. Donc, 60%, ils sont loin du seuil. Mais par contre, 400 kilos, c'est pas mal. Alors, peut-être que je ne pense pas que les Iraniens acceptent d'annuler leur programme civil, d'abord parce que l'uranium enrichi, ça se vend, et ils font du business avec ça. Je ne pense pas qu'ils acceptent, mais peut-être accepteraient-ils le réduire dans une certaine mesure, soit en pourcentage, soit en quantité. Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner de l'autre côté? Évidemment, ils ont une chose à gagner qui est très importante, c'est la levée des sanctions. C'est ça qu'il y a au bout de l'affaire. Donc, je pense que les Iraniens, à condition qu'ils renoncent à leur programme nucléaire, ce qui, pour moi qui suis gaulliste, ai tendance à penser que ça serait une véritable connerie, parce que tu n'es respecté que lorsque tu es dissuasif et en face d'un pays qui est dissuasif nucléairement comme Israël, tu as besoin du nucléaire, mais ils doivent avoir contre eux, s'ils font ça évidemment, Israël et les États-Unis, mais aussi la Russie, qui est probablement pas du tout d'accord pour que l'Iran ait la bombe, parce que sinon, ça veut dire que l'Arabie Saoudite l'aura, le Qatar et surtout la Turquie. La Turquie, évidemment. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, bon, si ça vaut la peine de lever les sanctions, si au bout il y a la levée des sanctions, on est d'accord. Je pense qu'il y a au sein de la société iranienne des gens qui veulent absolument pas que les sanctions soient levées parce que chez ceux qui tiennent le marché noir, les sanctions, c'est la condition de leur enrichissement énorme, et ça c'est surtout les pasdaran, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui disent
on a envie de faire du business. Et je pense que c'est au bout du compte aussi un des objectifs les Américains, sauf que on est peut-être sans doute trop tôt par rapport à Israël pour une réconciliation avec l'Iran qui irait dans le sens de la doctrine de sécurité américaine. Mais tu peux faire ça que le jour où Netanyahou est remplacé par quelqu'un, je dirais, de plus intelligent et de plus souple et qui cherche des ouvertures diplomatiques, mais c'est peut-être quelque chose qui peut commencer à être préparé. Et en tout cas, quand on va être dans un système où l'Iran va discuter, ça, c'est un domaine dans lequel ils sont parfaitement bien. Ils peuvent faire des rounds de discussion qui vont durer des années. Ça leur convient parfaitement. Donc, je pense qu'on est rentré petit à petit dans un système qui ne sauve pas la face des Américains, qui vont être obligés de conserver leur base sur place, mais après tout, qui coûte de l'argent, des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars par jour, quand ils sont en face de la Chine ou en face de l'Iran, ça change strictement rien. Donc, ça permet à Trump de se sortir du piège dans lequel il est dans une certaine mesure, et ça permet aussi à l'Iran de sortir du piège dans lequel ils sont. Je pense que toute cette affaire a été faite parce qu'elle a été montée par les États-Unis et par Israël pour organiser la sédition à l'intérieur de l'Iran, et que la flotte qui venait d'Asie était là pour renforcer et pousser la sédition encore dans un cran supplémentaire avec la pression qui venait du porte-avions, mais que en fait les Américains se sont fait piéger parce que quand la flotte est arrivée, la sédition était déjà finie. Ils s'attendaient pas à ce que les Russes aident monter cette opération qui consistait à couper l'Internet et ensuite à repérer qui étaient les sources de liens LinkedIn, les liens, je veux dire, Starlink, depuis le territoire iranien. Ils ont identifié les sources des séditieux qui se servaient de Starlink pour communiquer avec la CIA et avec le Mossad pour savoir qui il fallait frapper, quand et comment. Donc, ils ont arrêté la sédition comme ça. Et quand Trump est arrivé, soi-disant, pour donner le coup de boutoir supplémentaire pour faire tomber le régime iranien, ben, il s'est retrouvé avec un régime qui avait reconstitué sa solidité et à qui, du coup, l'arrivée des Américains a redonné une légitimité, évidemment. Parce que si moi, si je suis un Iranien moyen, d'abord, je vais dire, si moi, je veux changer mon régime parce que je suis pas content, d'abord, je suis un vieux pays nationaliste, etc. C'est pas pour mettre les Américains et surtout pas Israël m'imposer leurs conditions, premièrement. Et deuxièmement, la meilleure preuve que le gouvernement est quand même la seule chose qui est légitime et qui tient, c'est que quand les États-Unis viennent pour me bombarder, ben, j'ai des gens en face de là avec des armes, avec des munitions, avec des soldats, etc., etc. Donc, il a reconstitué. Donc, je pense que Trump s'est fait piéger. Je pense que c'est ça la base au départ. Voilà un peu le panorama global de cette opération. Donc, où est-ce qu'on va maintenant pour conclure? Ben, je pense ça va discuter à l'iranienne. Bon, et puis les États-Unis vont rester là, mais je vois plus ça va aller, moins je vois comment dire. D'abord, les Iraniens vont consolider leur victoire interne, je dirais. Mais je vois pas trop quelle va être la justification des Américains pour remonter une belle opération, une belle entre guillemets opération de bombardement s'ils n'arrivent pas au bout des négociations. Voilà ce que je pense. Ça peut durer des mois et ça va durer des mois, c'est ce que je pense. Et des mois de négociation. Un autre théâtre de Trump sur un autre pays ou sur le front intérieur où ils vont attraper Obama, ils vont le mettre en tôle, où ils vont attraper Clinton et le mettre en tôle. Enfin, il va y avoir. Je pense qu'on est dans une série
une série américaine à épisodes et Trump change la focale au fur et à mesure. Comme on ne parle plus de Gaza, par exemple, plus du tout. C'est quand même énorme hein, ce qui se passe. Oui, voilà. on ne parle plus de Gaza. Tu vois, on parle presque plus de l'Ukraine, pourtant, je sais que c'est fondamental. On parle plus du Venezuela, mais on peut rallumer la télé et nous passer un autre épisode à tout moment. Puis à ce moment-là, on parlera plus de l'Iran pendant 3 mois. Oui. C'est pas nous qui fixons le timing des épisodes. Pas oublier ça. Donc voilà en gros ce que je peux dire, qui me laisse maintenant plutôt dans une zone grise et que ça va durer. Alors, ceci étant dit, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, on peut avoir Trump qui change d'avis et qui bombarde demain, auquel cas, je me serais trompé. Voilà. Mais un faisceau d'indices, encore une fois, là aussi, il ne faut toujours pas penser à ce qui est possible, mais à ce qui est probable. C'est ça qu'il faut voir. Et si on se pose la question comme ça, je pense que la non-intervention américaine, c'est plutôt ce qu'il y a de plus probable aujourd'hui. Sans dire que le fait de frapper n'est pas possible. C'est possible. Mais si on regarde les probabilités, ce qui est important, je pense, si on veut faire un peu des plans sur l'avenir, je pense que c'est le plus probable et qu'il n'y ait pas de confrontation. Voilà.